Bienvenue dans l'épisode 1 et j'ai envie de vous parler de Taïwan. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous raconter ma vie pour voir un peu c'est quoi les différences culturelles, donc pourquoi pas, voilà. Donc quand j'avais 17 ans, j'ai été étudiante d'échange à Taïwan pendant un an au lycée. C'était en fait une année supplémentaire. Donc normalement le lycée en France ça dure 3 ans et en fait j'ai fait 4 ans de lycée. Parce que entre la première et la terminale, donc entre la deuxième et troisième année de lycée, j'ai eu l'opportunité de partir à Taïwan. Pourquoi ? En fait, dans ma ville, il y avait un club qui s'appelle le Rotary Club. Je crois que c'est assez connu dans certains pays. Et en fait, ils envoyaient 2 adolescents tous les ans à l'étranger. Et il y a une année, ils ne trouvaient pas de volontaires pour partir. Et en fait, mon père connaissait quelqu'un qui faisait partie du club. Et un soir, il a proposé. Il a dit, est-ce que ça t'intéresserait ? J'ai dit oui tout de suite. Parce que pour moi, j'ai toujours été... dans ma tête, je me suis toujours dit que les opportunités, il fallait les saisir. Et ça, c'était une opportunité incroyable. Et à ce moment, je me rappelle, je me suis dit, waouh, je vais aller un an à l'étranger, mais ça va être l'expérience de ma vie. En fait, c'était que le début, parce que après, c'est encore passé plein de choses. Mais c'est l'état d'esprit dans lequel j'étais à ce moment. Donc je suis partie un an. Alors pour la destination, je parlais pas anglais et je voulais améliorer mon anglais, donc j'ai dit États-Unis. En fait, il n'y avait pas le choix au final, il n'y avait pas trop le choix, il y avait 3 options. Il y avait Équateur, Thaïlande et Taïwan. J'avais aucune idée, j'ai cherché un peu sur internet, ça m'a pas trop aidé. Et en fait, il s'est trouvé que j'ai rencontré quelqu'un qui avait participé au même programme, mais un an avant. Et on a parlé et il était allé à Taïwan. Il a dit que c'était vraiment bien. Donc ma mère et moi, on a fait bah ok, si c'est trop bien, bah Taïwan. Donc j'ai atterri à Taïwan. C'est un programme qui durait d'un an, donc de septembre à juin. En gros, c'est pour l'année scolaire. J'étais tellement contente que je suis partie super en avance. Je crois que je suis partie un mois en avance et je suis arrivée début août. Et j'ai regretté. Vous savez pourquoi ? Parce que j'ai atterri en fait dans une famille où ils faisaient pas grand chose. C'est une famille vraiment curieuse. C'est une famille qui parlait pas. Donc par exemple, ils étaient tout le temps devant la télé et ils communiquaient pas entre eux. Et ça c'était problématique parce qu'en fait dans ma tête de base, ma mission 1 là-bas c'était d'apprendre le chinois. Comment apprendre une langue dans une famille où ils parlent pas ? Ok, regarde la télé, mais si vous avez déjà appris des langues et que vous étiez débutant, en fait la télé ça marche pas du tout. Il faut des choses un peu plus adaptées ou autre chose en fait. Donc ça c'était le problème numéro 1. Donc j'avais quitté tous mes amis, ma super vie en France et tout pour me retrouver à regarder la télé avec des gens qui parlaient pas, des émissions que je comprenais pas et que du coup j'appréciais pas trop. Donc voilà, c'était le début. Ma première impression c'était quoi ? La première chose qui m'a fait bizarre c'était le fait que Taïwan à cette époque, c'était en 2012, et c'était pas encore international. Dans le sens où maintenant, si on va à Taïwan, vous allez voir des étrangers partout et à partir de l'aéroport. En 2012, c'était pas comme ça. Dans une année, moi j'ai vécu dans la ville de Taoyuan. Si vous allez à Taïwan, en fait, Taoyuan, l'aéroport il s'appelle l'aéroport de Taoyuan. Donc il n'est pas vraiment à Taoyuan, mais c'est la ville qui est liée à Taïwan. Enfin, qui est liée à l'aéroport. Avec le recul, j'ai un peu voyagé partout. J'ai fait le tour de Taïwan et je crois qu'en fait, Taoyuan, c'est la ville la plus inintéressante. Il n'y a rien à faire, mais c'est pas grave, c'est là où j'étais et de toute façon c'était pour l'expérience, mais peu importe. Donc voilà, et la première chose qui m'a fait trop bizarre, c'est d'avoir que des Asiatiques autour de moi. La France c'est assez multiculturel, moi j'ai grandi à Paris en plus jusqu'à mes 9 ans, et donc bon il y a des Noirs, il y a des Asiates, c'est pas vraiment quelque chose de choquant. Et par exemple tu vois un Noir, tu tournes la tête, bon bah t'as des Blancs. En fait tu tournes la tête, tu vois des gens différents. Et à Taïwan, moi, ce qui m'a frappée, c'est que, par exemple, à l'aéroport, il y avait que des Asiates. Je tourne la tête et il y avait encore des Asiatiques de l'autre côté. Et ça, c'est rigolo parce que dans ce programme avec le Rotary, on était plein d'autres étrangers répartis dans plusieurs lycées. Et en fait, quand on parlait entre nous de nos impressions sur Taïwan, ce qui nous avait choqués et tout, c'est pas du tout les mêmes choses. Mais pas du tout. Une autre chose que je pense que plein d'étrangers on a vécu différemment, c'est l'attention.
Donc en fait, à ce moment-là, je disais en 2012, il y avait très peu d'étrangers à Taïwan. Moi, dans ma ville, en un an, j'ai vu 6 étrangers. Alors il y en a un, c'était un prof d'anglais qui était dans la ville, c'est sûr. Et les 5 autres, en fait, c'était une famille. Un jour, il y a une famille qui est venue à Taïwan. Et voilà, c'est les étrangers. Donc en fait, en tant qu'étranger, on attirait énormément l'attention. Moi, j'aimais pas du tout ça. Et en fait, au début, c'est vraiment dérangeant si on n'a pas l'habitude. Donc par exemple, dans la rue, les gens vont nous regarder en fait tout simplement. Et au lycée, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on devient rapidement la star du lycée. Dans mon lycée, on était 4 étrangers, mais toute l'attention était sur nous. Les gens, ils nous disaient bonjour, par exemple, et si on répondait, ils étaient trop contents. Et à la fin, je crois, de l'année, il y avait un événement, c'était un peu une fête de l'école, une fête sportive. Et dès que, par exemple, quelqu'un demandait une photo, on acceptait. Après, il y avait la queue pour prendre des photos, etc. Donc, ouais, le fait d'avoir toujours l'attention sur soi, d'être spécial, en fait, ça peut être vécu de deux façons. Donc, il y a les gens qui aiment pas ça du tout, et il y a les gens qui aiment avoir l'attention, et du coup, ils se sentent populaires, et du coup, voilà. Et en vrai, pour moi, je pense que au bout de quelques semaines, on s'habitue, et on l'ignore. Donc, ça, c'est un des exemples. Ensuite, quand je suis arrivée, dans ma famille d'accueil, en fait, tout le monde est venu me chercher à l'aéroport. Et en fait, le Rotary Club avait organisé un voyage. Du coup, je suis partie directement en voyage. Et je me dis, oh, mais c'est trop bien, etc. Mais le truc, c'est que, par exemple, les voyages, on apprécie parce que ça sort du commun, n'est-ce pas? Par exemple, dans votre ville, vous êtes la plupart du temps. Et si, par exemple, à un moment, vous avez l'opportunité de partir, c'est waouh, c'est trop bien. C'est un peu une différence. Ça change du quotidien. Le problème pour moi, c'est qu'en fait, je connaissais pas Taïwan, du coup, bah, je l'ai pas autant apprécié que si j'étais restée au même endroit pendant un certain bout de temps, on va dire, et que après, j'avais pu un petit peu voyager. Enfin bref. Donc, comment ça s'est passé? Je suis arrivée, je sors, on va dire, je récupère ma valise, etc. Je sors avec par les portes automatiques, et en fait, il y avait un groupe de gens, puis il y avait une pancarte avec écrit Welcome to Taiwan. Donc ça c'est trop sympa, vous imaginez, vous allez à l'autre bout du monde et tout, vous avez 17 ans, vous êtes dans une culture trop différente, et en fait il y a des gens qui vous accueillent avec une pancarte, avec votre nom, puis ils avaient l'air vraiment trop contents que je sois là, donc ça faisait super plaisir. Et ensuite, bah du coup on a pris un minibus, et en fait moi je comprenais pas ce qui se passait, hein. Et il faut savoir que aussi dans les familles d'accueil, il y a personne qui parlait anglais, ou il y a des personnes qui parlaient très 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 peu anglais, du genre salut, ça va, etc. Les enfants aussi parlaient pas anglais. Donc en fait, je comprenais pas ce qui se passait. Voilà, tout simplement. Donc en fait, je devais suivre. Donc on a pris une camionnette, enfin un espèce de petit fourgon, un van on va dire. Et en fait, il y a eu plusieurs stops durant toute la journée. J'étais complètement HS parce que je suis arrivée le matin, j'ai pas dormi dans l'avion. Et du coup, bah, dans le van, bah, j'étais endormie la plupart du temps. On a fait un premier stop, et je me rappelle, il y avait un fruit. J'étais déçue. En fait, c'était un fruit, ça s'appelait Bala. C'est très dur, c'est pas juteux, et en fait, il faut rajouter une poudre dessus qu'il faut manger. Alors déjà, je connaissais pas le fruit, et je connaissais pas la poudre, j'ai essayé. La déception incroyable. Et là, j'ai commencé à avoir peur sur la nourriture de Taïwan. Ensuite, on m'a demandé si je voulais prendre une douche, et j'ai dit oui. Et en fait, on m'a emmenée dans un espèce de garage. Et là, pareil, en France, quand on prend une douche, c'est toujours dans une pièce qui ressemble vraiment à une salle de bain. Et vraiment, il y a par exemple la vitre. En bas, on monte dans une espèce d'espace surélevé blanc, etc. Une espèce de cabine de douche, entre autres. Et là, en fait, c'était juste... il y avait une pièce qui ressemblait à un garage. Il y avait un trou dans le sol pour l'évacuation de l'eau. Et il y avait une douche accrochée à un mur. Donc il n'y avait pas de protège-vitre, il n'y avait pas de socle blanc au sol, rien du tout. Ça m'a fait bizarre. J'ai eu l'impression de me laver dans un garage, et c'était la première fois en fait que je prenais une douche dans un endroit comme ça. Donc ça m'a fait trop bizarre, et je vais m'en rappeler. Et c'était pas du tout une famille pauvre, mais c'était juste comme ça en fait. Tu veux prendre une douche, bah il y a une douche dans le garage entre guillemets, et ça se fait comme ça.
Donc ouais, ça c'était ce que je me rappelle du premier jour. La bala, le fruit. Et aussi, ouais, la douche, l'expérience de la douche. Donc en fait, ensuite, il y avait plusieurs arrêts. À chaque fois, il y a toujours de la nourriture. Donc moi, je me disais, ouais, c'est un voyage, c'est assez exceptionnel. Donc on s'arrête, on mange. Et c'est incroyable parce que parfois, euh, peut-être que pour eux, ils mangent un peu. Mais par exemple, pour moi ou pour des étrangers, ça, c'est comme un vrai repas. Et en fait, c'était juste pas le vrai repas. Et ensuite, en fait, on n'a pas le temps de digérer. Et le prochain repas, il arrive juste après. Et souvent à Taïwan, en fait, moi, je trouve, hein, d'un point de vue français, ils mangent énormément. Ils grossissent pas, par contre. Mais ouais, en France, ouais, on mange pas autant. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, moi, cette année, j'ai passé 10 mois à Taïwan, j'ai pris beaucoup de kilos. Mon poids, c'était quoi? C'était à l'époque 52 et j'ai fini avec 66. J'ai pris à peu près 12 kilos. Alors, les gens disent oui, c'est parce que la nourriture est délicieuse. Non. Alors en fait, la nourriture, moi, au début, j'ai pas du tout aimé. Et en fait, à la fin, j'ai bien aimé. Et là, avec le recul, en fait, ils ont vraiment de la bonne nourriture. Ce qui se passe, en fait, c'est que de base, en fait, moi, j'ai remarqué, il y a deux types de personnes. Quand on est à l'étranger, quand on se trouve dans un nouvel environnement, les types de personnes, il y a le type A, c'est-à-dire, c'est les personnes qui aiment tout, trouvent tout trop bien, mais ça c'est génial, mais ça c'est formidable, etc., etc. Mais en fait, au bout d'un certain temps, la positivité, l'excitement disparaît, et là ils se disent ah non, en fait c'est pas top. Et il y a la catégorie de personnes B auquel j'appartiens. En fait, quand on arrive dans un nouvel environnement, mais on n'aime rien, c'est difficile, ça c'est compliqué, ça c'est bizarre, et en fait avec le temps on s'adapte. Donc ça peut prendre de quelques jours à quelques semaines, et au final tout devient normal, et en fait on apprécie beaucoup les choses. Donc quand je suis arrivée, j'étais la personne de type B, donc voilà, ça allait pas. Mais bon, c'était juste le début, et de toute façon c'était le temps d'adaptation. Et pour la nourriture, de mon point de vue, ce qui a fait que j'ai pas aimé la nourriture, c'est que en fait en France on mange très sucré. Un Français il mange du dessert 4 fois par jour, clairement. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, un Français pour le dîner et le déjeuner, il va s'attendre à un dessert. Si par exemple on lui sert un plat, le plat il est fini, et ben c'est pas la fin du repas. Il y a le dessert, le fromage aussi, souvent, mais le dessert c'est vraiment important. Donc en fait déjà en France il y a le dessert à chaque déjeuner et à chaque dîner. En plus le petit déjeuner français c'est aussi du dessert. Parce que très souvent c'est quoi? C'est pour les enfants c'est du lait dans lequel on met des céréales et du chocolat. Donc dessert plus dessert. Tartine, du pain blanc c'est du sucre. Le beurre c'est de la graisse et dessus on met du sucre. Donc soit de la confiture, soit du miel, soit du chocolat. Donc en fait le petit déjeuner est un dessert. Ensuite on a le goûter. Donc ça c'est vers 4 heures et en fait c'est un peu un encas. Donc on mange une petite portion. Et ça c'est que du sucre. Jamais j'ai vu quelqu'un qui mangeait, je sais pas moi, de la viande ou quelque chose salé. C'est vraiment un dessert. Ça peut être des gâteaux, des compotes, etc. Donc en fait, le français de base, il mange du sucre tout le temps. Et moi, j'ai arrêté de manger du sucre quand j'étais à l'université. Et c'était compliqué. En fait, j'ai arrêté pendant plusieurs semaines. Et en fait, j'ai repris. Et quand j'ai repris, c'était vraiment dur de s'arrêter parce qu'en fait, c'est vraiment addictif. Donc déjà, un Français est très habitué aux choses sucrées. Et ensuite, il y a beaucoup de sel. Donc mon problème, c'est que quand je suis arrivée à Taïwan, j'ai trouvé tout fade, c'est-à-dire sans goût, parce qu'il y avait beaucoup moins de sucre et beaucoup moins de sel. Et en fait, avec le temps, quand on mange moins de sucre, moins de sel, ou presque plus du tout en fait, le goût se développe. Et en fait, au bout des semaines, j'ai commencé à sentir de plus en plus de choses. Et en fait, là, c'est là que j'ai vraiment commencé à apprécier. Donc ça, pour moi, c'était vraiment le problème. C'était pas que la nourriture était différente, parce que j'aime bien essayer de nouvelles choses. Et en France, en fait, on essaye de faire que les enfants mangent assez varié. Pour moi, c'était vraiment le problème. Donc voilà. Donc ce premier jour à Taïwan, il a fini dans le sud de Taïwan. Et il y avait un événement, c'était pour un anniversaire de mariage, si je me rappelle bien.
Et du coup, c'était un énorme repas. Donc en fait, on avait fait plein de pauses sur le chemin toute la journée. À chaque fois, on avait mangé. Et là, on se retrouve devant un énorme repas, une fois de plus. Le truc, c'est que sur chaque table, il y a énormément de plats. Et en fait, les Taïwanais ont voulu que j'essaye la nourriture, un peu de tout. Donc à chaque fois, ils me donnaient. Et moi, je disais, j'ai plus faim. Mais en fait, ils continuaient. Alors moi, j'ai un truc que j'ai peur, c'est vraiment d'être mal poli. Et là, je me suis dit, je mange pas. C'est une insulte. Du coup, je me suis forcée. En fait, j'en pouvais vraiment plus. Et j'ai continué à manger. Et je me suis sentie mal ce jour-là. C'était incroyable. En fait, je savais pas qu'on pouvait se sentir mal de manger trop. Mais vraiment, 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 vraiment. J'en pouvais plus du tout. J'aurais été en France, j'aurais refusé. Mais là, je me suis dit, mais c'est trop mal poli. Je peux pas refuser, en fait. Et je me suis sentie mal à un point incroyable, en fait. Je sais pas s'il y a des gens qui ont vécu ça. Et du coup, c'était mon premier jour à Taïwan, voilà. Sinon, pour la communication, c'était basique parce que par exemple, pour le repas, je me rappelle plus trop ce qu'ils m'ont dit, mais comme ils parlaient pas super bien anglais, je pense qu'ils ont dit Eat delicious ou quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, je dois dire, quand je suis arrivée à Taïwan, en fait, je parlais pas anglais couramment du tout. Mon anglais était aussi extrêmement mauvais. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, dans mon lycée, on était 4 étrangers. J'étais la seule à pas parler anglais. Il y avait un Américain, une Hollandaise et une Russe qui étaient plus ou moins toutes bilingues. Et en fait, au bout de 2 mois, du coup, j'ai parlé couramment parce que c'était la façon de survivre, entre guillemets. Et en plus, tout est organisé par le Rotary Club, c'est-à-dire qu'en fait, on a des événements plusieurs fois par mois. Tout était expliqué en anglais. Donc c'est la langue de communication. Et je me rappelle lors de la première réunion avec le Rotary. Donc en fait, c'était tous les lycées d'une certaine région de Taïwan. Donc je sais pas, on était peut-être une cinquantaine. C'était rigolo parce qu'il y avait un Italien, 4 Français et d'autres nationalités, peu importe. Et en fait, les seules nationalités qui ne parlaient pas anglais, c'était nous, les Français, les 4 Français et l'Italien. Et à un moment, il a fallu lire des consignes. Et chacun son tour devait lire une phrase. Et en fait, c'est là qu'on a pu comprendre le niveau d'anglais de tout le monde. Et en fait, nous, les Français, mais une catastrophe. Et aussi, durant cette réunion, j'ai entendu le mot schedule. Plein de fois. Schedule. Mais c'est quoi schedule? Et en fait, plus tard, j'ai essayé de chercher. En fait, tu peux pas chercher ce genre de mots parce que, par exemple, t'entends schedule, mais t'écris quoi sur Internet? T'écris SK... tu peux pas en fait. Et du coup, après, quand j'ai entendu ce nom, j'ai dit oh, mais c'est quoi ça? Dis-moi. Je connais ce mot. Il le disait tout le temps à la réunion. Et en fait, ça veut dire emploi du temps. Et du coup, je me rappelle, pendant cette réunion, j'ai appris le mot emploi du temps. Donc voilà. Enfin bref, tout ça pour dire que oui, j'ai appris l'anglais très rapidement. Et il y avait un Américain. Et le nombre de fois, je lui ai dit ah, sorry, I don't understand. Tout le temps, je comprenais jamais rien de ce qu'ils disaient et du coup je le faisais répéter tout le temps. Et ils étaient tous adorables en fait, les étrangers, j'ai eu trop de chance. Je suis tombée vraiment avec des super étrangers dans mon lycée, ce qui n'était pas le cas de tout le monde. Et en plus j'ai eu la chance de tomber avec des étrangers parce que certains se sont retrouvés tout seuls dans leur école. Et en plus, nous on a eu de la chance parce que dans notre lycée, on a eu un secrétaire qui s'est occupé de nous et en fait on avait des cours que pour nous. Par exemple, on a eu calligraphie. Dans les cours, on n'avait que pour nous, les 4 étrangers. On avait calligraphie, on avait instrument traditionnel chinois. Le mercredi, on avait randonnée. Bon, c'était pas vraiment un cours, c'était le secrétaire qui nous emmenait dans sa voiture faire de la randonnée. Mais bon, c'est atypique et c'est bien. Et aussi, on avait 2 fois par semaine, on avait cours de chinois dans une autre école. Alors ça, c'était n'importe quoi. Enfin, c'était n'importe quoi. On apprenait des choses que même aujourd'hui, je sais toujours pas. Je me débrouille en chinois. Par exemple, la prof, elle n'arrivait pas à se mettre dans notre peau. Je me rappelle, il y avait une liste sur un des cours. Il y avait des choses, par exemple, comme triangle, losange, parallélogramme. À un moment où nous, on arrive, on sait même pas dire « Bonjour, je voudrais un ticket, s'il vous plaît. » « Bonjour, ça c'est quoi ?» On apprend ce genre de choses, c'est n'importe quoi. Il y avait aussi un autre moment où on avait appris le nom des métiers, pareil. On savait pas dire les trucs de base, par exemple ça, c'est où, etc. Et sur cette feuille, il
Il y avait des noms de métiers, par exemple chauffeur, secrétaire, etc., etc. Donc voilà, ces cours, c'était absolument n'importe quoi. Enfin bref, et d'ailleurs, je m'étais plaint à ma famille d'accueil sur les cours parce qu'on avait des devoirs à faire auxquels je comprenais rien et je demandais à les aider. Je faisais, ça sert à rien ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le père, il a appelé la prof. Mais j'aurais jamais pensé ça. J'aurais su ça, j'aurais jamais rien dit. Il a appelé la prof pour dire que c'était pas utile ce qu'on faisait. Après, moi j'ai eu la prof, je me suis sentie trop mal. Enfin bref, elle était pas méchante, mais c'est vrai que ses cours étaient vraiment pourris. Et à la fin, elle a fait oui, je sais qu'il y a des gens ici qui trouvent mes cours trop nuls. Bah, c'était visé à moi. C'était moi qui visais. Enfin bref, peu importe. Donc cette anecdote. Donc tout ça pour dire que oui, en 2 mois, je parlais couramment anglais parce que j'ai pas eu le choix. Et c'est vrai que dans un environnement étranger, on est obligé de parler anglais. Et du coup, ça m'a fait plaisir en fait de pas être allée dans un pays anglophone du type États-Unis ou Angleterre. Parce que du coup, là, non seulement j'avais la langue, mais en plus, je me retrouvais dans une culture un peu exotique où tu apprends beaucoup plus que tu vas dans un pays anglophone qui est peut-être moins exotique. Et par exemple, dans le cas des États-Unis, c'est un peu incroyable de vivre ce qu'on voit à la télé, dans les séries, etc. Mais justement, on vit quelque chose qu'on a déjà un peu vu. Alors que là, c'était une découverte vraiment totale. Donc, j'ai appris des notions de chinois. Donc, ouais, le chinois d'ailleurs, je le dis tout de suite, c'est super dur. Donc si vous voulez apprendre le chinois, il faut que vous soyez passionné, ou sinon apprenez juste 3 autres langues en même temps, ça ira plus vite. Et en fait, au bout d'un an, je parlais pas du tout chinois, j'avais des bases et des notions, mais ça s'arrêtait là. Mais en tout cas, j'ai appris l'anglais, j'ai vu une culture différente, j'ai vu que je pouvais survivre dans une culture différente, et en plus, le lycée, ça avait rien à voir. Donc vous allez dire, ah oui... mais en fait, t'étais en club vacances, t'avais des cours que pour toi, les notes comptaient pas, etc. Ouais, c'est vrai. Dans mon lycée, on a eu énormément de chance, dans le sens où aussi, on avait des cours que pour nous, comme je l'ai dit. Ensuite, on avait le choix d'aller en cours que aux cours qu'on voulait. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on avait certains cours obligatoires, mais en gros, on allait en sport, en technologie. Alors là, ils ont une classe de technologie où ils apprennent à faire des choses manuelles, mais incroyables, avec des pailles, ou aussi il y a des cours de magie dans ce cours où ils apprennent à bricoler, mais vraiment du vrai bricolage, hein. Pas des choses en carton et en papier que l'on jette à la poubelle juste après. Donc ça c'est incroyable. Et ils ont aussi des cours de cuisine. Et ça je me suis dit mais je savais pas trop quoi en penser, en mode est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile, parce que normalement tout le monde sait cuisiner en fait, on peut juste demander aux parents, etc. Et en fait, en France, quelque chose qui se passe de mon point de vue, les Français savent pas cuisiner. Par exemple, c'est très rare de voir des Français qui, je sais pas moi, qui coupent des oignons, qui font revenir des oignons, etc. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est super utile d'apprendre à cuisiner. Parce que beaucoup de lycéens vont à l'université. À l'université, on doit cuisiner, on peut pas trop manger tout le temps à la cantine parce qu'elle est pas ouverte le soir déjà. Et du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui savent pas cuisiner. Et en fait, si c'est utile... d'apprendre à cuisiner complètement. Donc voilà. En fait, pourquoi les Français savent pas cuisiner? Parce que dans notre culture, il y a énormément de choses qui sont achetées directement. Par exemple, le fromage, ça se fait pas soi-même. Les desserts, c'est toujours acheté. Enfin, pas toujours, mais très souvent, à part peut-être le week-end. Les yaourts, c'est acheté. Et aussi, l'entrée, en général, c'est quelque chose qui n'est pas cuisiné. Donc, le repas typique français, donc déjeuner et dîner, c'est petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner. Et déjeuner, dîner, ça suit l'ordre entrée, plat principal, fromage, dessert. Et l'entrée, c'est également quelque chose qui n'est pas cuisiné. Par exemple, ça peut être un melon, des tomates, des concombres, des choses que traditionnellement en France on ne cuisine pas. Une salade, du pâté. Donc en fait, il n'y a que le plat principal qui est cuisiné et souvent, on va dire, c'est des aliments qui sont plus réchauffés que cuisinés. Donc ça peut être par exemple des œufs, des patates, des pâtes. C'est pas des choses qu'on cuisine en fait, c'est juste des trucs qu'on met dans l'eau et qu'on attend que ce soit prêt. Donc énormément de Français ne savent pas cuisiner et c'est la raison en fait. C'est que dans la culture, ce qu'on mange, c'est pas cuisiné. Voilà. Et aussi, dans la culture française, je vais dire la qualité du produit elle est importante et en fait on ne mélange pas 50 000 produits ensemble. Par exemple dans d'autres cultures va y avoir des nouilles, mais sur les nouilles il va y avoir du bœuf, des tomates,
des crudités, etc. Il va y avoir plein de choses. En France, c'est assez différent. En général, je pense pas qu'il y ait plus de 3 ingrédients dans une assiette. Par exemple, il va y avoir viande, patate, pâte. Ou, je sais pas, haricots, carottes et lasagne. Donc en général, il n'y a pas plus de 3 ingrédients, on va dire, mélangés ensemble. Donc voilà. Et sur ce, on va finir l'épisode tout de suite. Comme ça fait que 25 minutes. Et on se voit dans le prochain épisode.